un drone ukrainien est tombé, c'est assez insolite, mais tout près d'une résidence, Ludmila Toteva, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, une résidence luxueuse qui est en Russie, dans le sud de la Russie. Voilà, on voit ces images. C'est la résidence du président, une des résidences du président Vladimir Poutine, sur la mer Noire, près de Gelendzhik, une station balnéaire. Un incendie s'est propagé sans faire de victimes. Est-ce que vous vous souvenez, Ludmila, de cette enquête Donc c'était en 2021, donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. La fondation de feu Alexei Navalny avait enquêté sur ce Dvariets Poutine, puisqu'on voit que c'est écrit ici en russe, palais de Vladimir Poutine. Donc cette stratégie ukrainienne des drones, elle continue. Sur les infrastructures, on va en parler, mais il n'y a pas que sur les infrastructures. Là, c'est symbolique, il n'y a pas eu de blessés, mais tout à fait, on en parle. Le symbole, il est très fort, parce que là, on est allé toucher quelque chose qui est très sacré, très personnel, très proche de Poutine. C'est son palais à lui. Justement, l'enquête qui était faite par Navalny à l'époque montrait on peut dire la richesse, mais aussi la corruption, ou bien tout ce que Poutine a pu construire depuis qu'il est au pouvoir en Russie pour justement faire ce type de palais. On parle du fait qu'il en a bien sûr plusieurs de biens, mais Gelendzhik, bien sûr, avec la mer, la vue magnifique, c'est une des palais, par contre, qui fait quand même vibrer et qui fait parler. Alors Sylvie Berman, il se trouve quand même que entre le moment où il y a eu cette enquête et maintenant, toutes les zones de divertissement dans ce palais ont été remplacées par notamment une salle qui est dédiée aux peintures militaires, puisque bien sûr la guerre en Ukraine est passée par là. Maintenant, c'est les peintures militaires qui sont mises à l'honneur, et également une chapelle, une luxueuse chapelle. Non, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette enquête avait été révélée en Russie juste le jour du retour de Navalny. Un petit peu comme un pied de nez. Ah oui, retour d'Allemagne, après avoir été empoisonné. Oui, absolument. Tout à fait. Et il avait été arrêté le jour même. Ça avait été à ce moment-là. Donc effectivement, c'était des dorures, c'est un peu comme Mar-a-Lago. Il y a des on est encore plus riche et plus doré. Vous comparez les deux styles un peu bling-bling, c'est cela? Non, absolument. Il y avait aussi les installations de sport. Enfin, en plus, c'est un truc gigantesque, inhabitable. Mais évidemment, comme aujourd'hui, il est obsédé par sa guerre, parce que c'est quand même sa guerre en Ukraine, eh bien, effectivement, c'est les peintures militaires. Quant à la religion, c'est quand même le sabre et le goupillon. Donc, il a toujours utilisé cet instrument-là, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Mais ça fait partie de la guerre aussi, puisque le patriarche Kirill a béni les forces armées. A béni les forces armées, absolument. Hier, l'armée ukrainienne a donc frappé une fois de plus une station de pompage de diesel dans l'oblast, donc la région de Bryansk, qui est une région frontalière de l'Ukraine. C'est un incendie de plus, général Dutartre. Pourquoi en fait, je me pose cette question, pourquoi les Russes ne font pas la même chose? C'est-à-dire, pourquoi on parle toujours de ces cibles sur des infrastructures très précises russes de la part des Ukrainiens, et pourquoi c'est jamais l'inverse? Parce qu'ils pourraient tout à fait le faire. Oui, mais les Ukrainiens n'en ont pas beaucoup. Par rapport mais ils les connaissent en tout cas, on sait très bien que ce sont. Mais ils les ont frappés plusieurs fois. Hein. Il y a eu des frappes de réserve de carburant. Mais là, les principales ressources de carburant maintenant viennent de l'Occident. Hein. En fait, beaucoup en camion. Les réseaux ont été modifiés. Les réseaux ont été modifiés et donc les stocks en fait sont soigneusement camouflés. En revanche, ce qui est intéressant, effectivement, au travers de ces attaques, notamment les raffineries, dont certaines ont été très très loin, à 900 km. Alors les raffineries, là, cette nuit, il y a eu 2 frappes très fortes, l'une donc toujours dans le sud de la Russie, bien sûr, dans la région de Samara, et l'autre dans le kraï de Krasnodar. Krasnodar, c'est donc à Kubichev, où le traitement justement de cette station de cette raffinerie a été interrompu depuis le 28 août. Oui, vous voyez Samara, c'est très bien sur la carte. Là, c'est pas très loin aussi de la base d'Engels. On se souvient qu'il avait été attaqué à l'époque. Engels, oui, la base d'Engels, parce qu'il y a encore des bases qui portent ce nom-là en Russie. Hein. Absolument. Et ça montre 2 choses. La première, c'est la capacité de l'Ukraine à aller frapper loin dans la profondeur, et elle va encore essayer d'aller plus loin. La seconde, c'est le choix de ces cibles. Ça me semble extrêmement important parce que, en fait,
ils font mal quelque part à l'économie russe. Le prix du pétrole a augmenté, on n'arrive plus à trouver... Il y a beaucoup d'endroits où on fait la queue pour avoir du carburant. Ça perturbe quand même pas mal la vie des Russes. Et je pense, à mon sens, qu'il faut continuer comme ça. On va le détailler tout à l'heure. Il faut continuer comme ça. Malheureusement, la réplique, c'est quoi ? C'est l'attaque, malheureusement, sur les villes et sur les habitants ukrainiens. Non, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que si il n'y avait pas, de la part des Ukrainiens, ce ciblage des raffineries russes, il n'y aurait pas de la part des Russes la cible de la capitale Kiev ? Pas tout à fait, mais il y aurait peut-être moins d'attaques ciblées sur les villes. On sent qu'il y a quand même un tournant dans le ciblage actuellement. Pas sûr. Beaucoup de tirs beaucoup plus de tirs sur les populations civiles qu'avant. Ludmila Toteva, je vous vois évidemment forcément que c'est conditionnel. ne pas être d'accord. C'est-à-dire que Poutine, de toute manière... Vous voulez dire qu'il n'y a pas cette logique ? Non, il n'y a pas cette logique. De toute manière, il va continuer de tirer contre la société civile, la population civile, et contre les infrastructures critiques en Ukraine. Il a eu cette logique depuis le début de la guerre. Je pense que c'est une faute aussi de la part, par exemple, des Américains qui commencent à dire voilà, c'est parce que les Ukrainiens qui frappent les raffineries de pétrole, aujourd'hui, ils se prennent en fait une réponse comme ça des Russes, comme par exemple c'était la frappe à Kiev. Ça, c'est une logique complètement faussée parce que il y a la stratégie de Poutine de terreur, elle ne dépend pas des actions des Ukrainiens. De toute manière, Poutine est dans la logique de massification de production de drones pour saturer les défenses aériennes ukrainiennes, pour que l'Ukraine se plie. Effectivement... pour que l'Ukraine capitule. Ouais. Enfin, c'est le désir de Vladimir Poutine. Et je ne pense pas que ce but-là, il est influençable parce que l'Ukraine fait ou pas. C'est plutôt l'Ukraine qui fait des choses qui lui font mal. Mais encore une fois, c'est vrai que les 20% des capacités de production des raffineries de pétrole en Russie étaient endommagés à cause des drones ukrainiens, mais on est encore très loin de pouvoir vraiment faire écrouler tout le secteur militaire. Dans un instant, on va aller dans le détail de l'économie russe avec un spécialiste français qui habite à Moscou et qui observe ça depuis longtemps, qui va nous donner son point de vue et nous l'analyser. Mais Aurélien Duchesne, j'évoquais cette station de pompage de diesel dans l'oblast de Briansk, mais non loin, il y a une autre station de pompage de pétrole qui fait partie de ce fameux oléoduc Druzhba Amitié qui a été touché par les drones ukrainiens le 21 août. Et le 21 août, ça avait provoqué une réaction furieuse de la part de la Hongrie. Parce que qui, en Europe, continue à acheter, vous allez nous le dire, du pétrole aux Russes? En tout cas, évidemment, les Hongrois. Pour les Hongrois, c'est très important. Mais il y en a d'autres aussi. Les Slovaques, les Hongrois et les Slovaques. Alors, la Slovaquie et la Hongrie ont même déposé vendredi une véritable plainte auprès de l'Union européenne contre l'Ukraine, alors que de l'autre côté, vous aviez, par exemple, le président Zelensky. Le président, non, mais c'est un comble quand on voit la solidarité qui est celle des Européens sur 19 paquets de sanctions successifs à vouloir réduire de plus en plus les importations d'hydrocarbures. Mais le président Zelensky lui-même avait déjà prévenu les Slovaques lorsqu'ils auraient élu Robert Fico, qui est donc le Premier ministre pro-russe aujourd'hui au pouvoir à Bratislava, qu'il fallait se sevrer de la dépense au pétrole, et que, parce que je crois que ce sont les 2/3 du pétrole utilisé en Slovaquie qui sont importés de Russie. Mais ils vont y arriver à se sevrer, là où ils ont des raisons d'être en colère, il en va de leur approvisionnement, si je comprends bien. Oui, il pourrait se sevrer s'il faisait ce qu'on proposait, par exemple, les Polonais, les Tchèques, etc., de vouloir justement faire un véritable, mécanisme européen ensemble pour détruire notre dépendance aux hydrocarbures russes. Et la dernière chose, enfin, c'est que côté russe, la destruction de 17% des capacités de raffinerie en Russie, c'est un autre impact. C'est que pour la première fois, c'était pas le cas depuis 3 ans, vous avez de millions de Russes qui voient l'impact dans leur vie quotidienne de cette guerre. Et ça, c'était pas le cas dans les précédentes vagues de frappe ukrainiennes. Vincent Crouzet, je vous voyais sourire. Non, mais il va y avoir un jeu très intéressant en ce qui concerne Orban avant avril 2026, parce qu'effectivement, les Ukrainiens vont tout faire pour déstabiliser la Hongrie d'Orban, et ça va être très intéressant à observer, étant donné que Orban est effectivement, avec Fico, est l'un des derniers maillons pro-Poutine en Europe, donc ça va être très très intéressant. Après, sur le pétrole, ce qui est amusant aussi, c'est que les Hongrois, ils font venir leur pétrole du storage de Constanța en bord de mer Noire, qui lui-même alimente en pétrole raffiné l'Ukraine. Donc voilà, ils pourraient un peu plus importer depuis la Roumanie du pétrole plutôt qu'en faire venir directement de Russie par cet oléoduc.
Donc en fait, ces stratégies de drones, de part et d'autre, elles ne cessent pas. Et pour le moment, ni d'un côté ni de l'autre, on ne cesse la production. Ludmila, on a côté ukrainien, bien sûr, une production maintenant totalement autonome, complètement de drones. Mais côté russe, ils étaient partis avec du retard, mais maintenant, ils ont mis le bouchée double. Et ils se rattrapent, et c'est toute la logique de cette guerre. Elle montre l'importance de savoir s'adapter, savoir innover, savoir tout de suite mettre ça dans une production de masse. Malheureusement, les Russes, ils sont avec cette économie très centralisée, et beaucoup de financements qui sont dévoués justement à ce complexe militaire industriel, sont très capables d'aller en masse assez rapidement et de même faire les différents adaptations de leurs drones. Mais les Ukrainiens, ce qu'ils montrent, même avec le manque de capacité, par exemple, de monter en échelle parce qu'on est ciblé par les Russes aussi, les infrastructures critiques, on arrive à trouver des solutions qui sont innovantes. On a par exemple aujourd'hui des drones qui peuvent faire les évacuations des personnes blessées. Ils livrent les survies sur place. Il y a beaucoup de choses, mais par exemple les drones qui minent le terrain, c'est ce que avant était fait par les soldats. Il faut minimiser, la ressource humaine, il faut la préserver à tout prix. Et effectivement, les drones, ils font beaucoup de boulot.